Arnaud décède, que penses-tu de l'avenir de l'entreprise? Mais c'est pas impossible qu'on arrive à ouais, petite conviction d'ici 2030-2035 à 1 000 milliards de capitalisation. Ouais. Pour moi, Hermès a un potentiel qui est plus gros que LVMH. VMH et Hermès qui possèdent des fermes de crocodiles en Australie. Ce matin, j'ai relu ça et je me suis dit, non, mais je crois que je préfère Hermès. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Lucas Martin Sénéchal. Je te proposerai de te présenter tout à l'heure dans un tout nouveau concept qui est le Bourso Fight. On a remarqué avec Lucas que jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé en tout cas ce concept à notre connaissance sur Internet. On a des analyses d'action, mais on n'a pas une partie fondamentale dans l'analyse d'action qui est l'analyse des concurrents. Et c'est pour ça qu'on a créé le concept du Bourso Fight, qui est de tout simplement mesurer deux concurrents, les comparer et faire des analyses ensemble. Lucas, est-ce que tu pourrais te présenter peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Ouais, bah, déjà merci beaucoup de l'invitation pour ce premier épisode du Boursofight. Donc moi c'est Lucas, je suis en gros le coach de l'académie Boursogramme. Donc en gros là j'aide, Joe, à on va dire, au niveau de sa formation et aujourd'hui on va donc, débattre sur 2 entreprises qui sont extrêmement connues, en France, si ce n'est les plus connues en France, qui sont LVMH et Hermès et voilà, on a la petite fiche juste ici et voilà. Donc, on va faire une petite présentation de cette fiche-là. On a créé une fiche pour vous, vous pouvez y accéder, et où vous avez toute l'analyse en direct de LVMH et Hermès. Et comme cadeau, évidemment, pour ce premier Bourse Fight, vous pouvez la télécharger gratuitement. Le lien est en description. Et franchement, on a fait un petit effort au niveau de la présentation. Donc, allez-y. Alors, je te propose, Lucas, qu'on commence tranquillement, peut-être par une présentation de ces deux entreprises. Ensuite, Ouais, dans un second temps, on regardera l'aspect quantitatif, donc des ratios. Et dans un troisième temps, l'aspect qualitatif au niveau de la stratégie des entreprises. Est-ce que tu veux commencer? c'est parti. Alors, je vais, commencer par Hermès. Ok. Donc Hermès, c'est, une société qui a été fondée en 1837 par Thierry Hermès. Il faut savoir qu'aujourd'hui, elle est toujours, dirigée par la descendance. Il me semble que c'est la sixième génération aujourd'hui, le petit-neveu ou le neveu de l'arrière, arrière, arrière petit-fils du fondateur. Donc c'est voilà, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, historique et donc c'est une entreprise, du secteur du luxe. À la base, ils faisaient des équipements équestres, elle a commencé à se faire connaître, notamment en 1870 où, eh bien Thierry Hermès a, équipé les chevaux du tsar Nicolas II, et donc c'est à partir de là où vraiment ça a propulsé, la marque et donc voilà, aujourd'hui, en 2024 à l'heure où on fait cette vidéo, l'entreprise se décompose donc en plusieurs catégories en termes de ventes. Elle va donc avoir un segment maroquinerie et sellerie. Donc ça représente 41 de ses ventes aujourd'hui. Elle va avoir, également une partie vêtements et accessoires, hein, qu'on connaît tous, hein, très, 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 très luxueux. Il faut savoir que la maroquinerie, le segment maroquinerie et sellerie, plus le segment, vêtements et accessoires représentent à eux 2 70 du chiffre d'affaires d'Hermès. Donc voilà, c'est quand même assez concentré. Ensuite, on va avoir, les 30 restants, ça va être de la soie, du textile, de l'horlogerie aussi et tout ce qui est parfum et beauté. Donc voilà pour, petite introduction sur Hermès. Bah écoute, je te remercie. Hermès, c'est vraiment une maison qui est, je trouve, magnifique, une vraie maison de luxe. Et d'ailleurs, je pense que LVMH, la force d'LVMH, c'est pas tant le luxe à proprement parler, parce que pour moi, en termes de luxe pur, Hermès est bien au-dessus. Par contre, LVMH, et ça, je pense que peu de gens le savent, en fait, la vraie force d'LVMH, c'est pas que ce soit une marque de luxe, entre guillemets, c'est que ce soit un conglomérat. Et donc, LVMH, aujourd'hui, alors j'ai noté, j'ai pris des notes, hein, aujourd'hui, c'est 75 maisons répartis en fait partout et on va parler après dans la partie qualitative de vraiment leur stratégie, mais c'est assez fort en fait, hein, LVMH. Ça a été en gros, c'est la fusion de 2 entreprises donc Louis Vuitton, Moët Hennessy en 1987. Louis Vuitton, c'est une, entreprise qui existe depuis 1854, donc une entreprise extrêmement, ancienne, ça fait partie vraiment de ces marques de luxe en fait, comme Hermès, comme Cartier qui est la plus, je crois, la plus vieille, marque de luxe, des belles maisons on va dire, françaises. Et on a, une répartition dans 6 segments et c'est ça ce qui est assez fort. Donc là, encore une fois, j'ai mes notes qui sont juste là. Ces 6 segments, c'est la mode et maroquinerie, bien entendu. Donc ça, c'est 50 du chiffre d'affaires et au-delà des 50 du chiffre d'affaires, c'est 75 du résultat d'exploitation. Ce que ça veut dire, c'est que, en fait, ils margent beaucoup plus là-dessus.
seulement la mode et maroquinerie, c'est 75% en gros des bénéfices que génère LVMH. Donc ça, c'est assez fort. On a les montres, montres et joaillerie. On va parler tout à l'heure de toutes les marques, mais il y a évidemment Tiffany. Donc on parlera de l'acquisition de Tiffany d'LVMH là, en 2021, je crois. On a la distribution sélective. Peu de gens le savent, mais LVMH est actionnaire de Sephora. Et Mmh. c'est quelque chose, je pense, que peu de gens savent en fait. Ouais, et c'est aujourd'hui en plus 15, ça représente 15 de leur vente totale, donc ce qui est quand même pas, négligeable, quoi. Ouais, c'est clair. Franchement, c'est clair. On a aussi, les vins et spiritueux et c'est là qu'on verra que en fait, LVMH a une croissance verticale qui est monstrueuse dans la partie qualitative. Donc ça, c'est assez fou et on a les autres activités complémentaires et c'est vraiment ça, je trouve, qui distingue LVMH d'Hermès et d'ailleurs, tout le long de l'analyse, il faut toujours qu'on le garde en tête, c'est qu'LVMH, il y a aussi une ambition un petit peu politique derrière, puisqu'en fait, LVMH va posséder des médias, va posséder vraiment d'autres types d'activités qui sont clairement pas rentables ou elle est presque déficitaire et ça, c'est pour cette ambition politique et donc ça, c'est à prendre en compte quand on investit dans l'entreprise aussi. Ouais, et c'est pour ça d'ailleurs, petite anecdote, mais on verra ça à la fin. C'est vrai que, étant donné qu'il y a un gros segment d'activité où ils margent beaucoup plus, faiblement, on va dire, bah, la valorisation est beaucoup plus faible que, Hermès. Mais on en Exactement. reparlera, Bon mais non, mais c'est une belle transition. En parlant de ça, je vais parler des performances parce que la question du stock picking qu'on se pose souvent, c'est: «OK, on choisit de bonnes entreprises. Maintenant, qu'est-ce que ça rapporte concrètement?» Au niveau des performances, LVMH, on a repris les performances depuis 2005 pour ces 2 entreprises, pour avoir, en gros, une idée pour les 2. Depuis 2005, le CAC 40 a rapporté 8 par an, dividendes réinvestis. 8 par an, dividendes réinvestis, ce qui veut dire que 200 euros par mois investis à ce rendement-là pendant 30 ans, c'est 293 000 euros. C'est sympa. C'est un joli T2. c'est pas mal. Si ce même argent avait été investi dans LVMH à 15,5 par an, ce qui est le rendement annuel moyen depuis 2005, ça aurait donné 1 300 000 euros. C'est vraiment incroyable, mais on a Hermès qui surpasse, bien évidemment LVMH en termes de croissance. On a donc un rendement annualisé depuis 2005 de 22 par an, ce qui est juste énorme. Total return, hein, encore une fois, dividendes réinvestis. On n'a pas fait C'est le calcul colossal. de combien est-ce que ça On donnait aurait dû faire en le ter calcul, on ouais. aurait dû faire le On vous calcul. l'affichera à Ouais, l'image. ouais. Mais ça c'est incroyable parce que en fait, il faut bien se rendre compte que ces entreprises-là, elles sont éligibles au PEA. C'est des entreprises françaises, donc vraiment de chez nous et de voir des performances pareilles, ne serait-ce qu'en France, dans des larges caps françaises, c'est vraiment, en fait, ça nous donne une, comment dire? Une idée des possibilités gigantesques, en fait, qui existent, en termes de stock picking, quoi. Incroyable. Est-ce qu'on a terminé au niveau de la présentation des entreprises? On a essayé de faire très simple. On passe au quantitatif? OK, analyse quantitative. On passe sur l'aspect quantitatif, donc très rapidement, on va peut-être, redire des choses qu'on n'a pas pensé à dire. Au niveau du prix de l'action, parce que ça forcément, c'est quand même décisif. On préconise d'acheter plutôt sur un PEA pour avoir des actions, complètes, mais surtout pour avoir l'avantage fiscal. LVMH, à l'heure où on tourne cette vidéo, c'est 820 euros l'action, sachant que nous, on l'a vu à un prix quand même Ouais, vachement plus bas. 650. 650. On avait enfin bon voilà, c'était évident que ça allait remonter et Hermès, c'est une petite action, voilà, que vous pouvez avoir à seulement 2 212,50 €. Donc forcément, c'est des actions qui sont quand même d'un certain montant. Si vous n'avez pas la possibilité de les acheter complètement, soit vous économisez quelques mois, soit vous pouvez les acheter en fractionné, chez des courtiers, comme, Trade Trade Republic Republic et et cetera. compagnie. Maintenant, on va regarder les chiffres. Le cours de l'action de LVMH, on en a parlé tout à l'heure, mais le cours de l'action de LVMH, c'est 4000 en 34 ans, ce qui est énorme. Hermès, c'est 37 000 en 29 ans. Ouais, c'est juste fou. Et au niveau, ouais, des dividendes, si on parce que voilà, c'est quand même des entreprises à dividendes qui distribuent des dividendes régulièrement. LVMH, on est à 13 € par action, à l'heure actuelle. Hermès également, on est à 13 € par action, ce qui donne un rendement aux alentours pour LVMH, de 1,50 et pour Hermès, on est à 0,60 et des poussières. Ouais, Donc voilà. ouais, voilà, c'est pas de toute façon, on ne prend pas ces actions pour le dividende en Non, réalité. c'est sûr. Bon, donc toute cette partie qu'on va analyser, maintenant on va vraiment passer à l'analyse quantitative du coup. Cette partie-là, vous pouvez la retrouver sur votre fichier PDF, hein, d'accord? C'est juste là. C'est en fait, on va simplement faire, bon nous on a lu les rapports, donc on va aller un petit peu plus loin forcément, mais on va faire une lecture de ça, une analyse et on va vous dire un petit peu ce qu'on en pense. Tu veux peut-être commencer? C'est parti. Bah, alors pour Hermès, on est sur une croissance du chiffre d'affaires depuis alors là, c'est depuis 2012, mais si on reprend les données depuis 2000, on est à 12,2 par an, de croissance du chiffre d'affaires, donc ce qui est quand même énorme et la croissance, du free cash flow, alors là, on a mis, la croissance des bénéfices,
Mais en gros, le free cash flow, ça va être le cash flow opérationnel que vous pouvez retrouver dans le tableau des flux de trésorerie, déduit des dépenses d'investissement de capital. Donc c'est vraiment le cash, le owner earning, comme dit Warren Buffett, donc le revenu du propriétaire, le revenu de l'actionnaire. Et cette croissance du free cash flow est de 19,1% par an. Et le fait que la croissance du free cash flow soit supérieure à la croissance du chiffre d'affaires, ça montre qu'il y a une amélioration des marges au niveau de voilà, des marges du free cash flow. Et ça s'explique par une maîtrise des coûts opérationnels, une maîtrise aussi on va Et un dire de toute pricing la chaîne power. de valeur, de pricing power aussi. Et donc voilà. C'est exactement ça. Au niveau de l'analyse, LVMH, c'est pareil. On a une forte croissance. Elle est inférieure à Hermès quand même. Croissance de 9,8% du chiffre d'affaires, donc inférieure à Hermès, et de 13% par an pour ce qui est du free cash flow. Donc encore une fois, on reprend les données depuis 2000, ce qui est quand même, on va le dire, assez exceptionnel. Mais pourquoi est-ce qu'on a une moins bonne croissance qu'Hermès? Est-ce que tu peux nous expliquer? Ah bah, déjà parce que, on est un conglomérat, LVMH c'est un conglomérat donc qui fonctionne par synergie et aussi parce que on l'a vu, ils ont plusieurs activités et globalement il y a d'autres activités qui sont moins rentables que d'autres. Ce qui fait que on va avoir, eh bien une maîtrise, une habilité du groupe qui va être moins importante. Ça va être un peu on va dire un peu un gros bloc quoi LVMH par rapport à Hermès où c'est plus habile parce que c'est un petit groupe, c'est que de la croissance organique, c'est-à-dire la croissance de la propre marque, même s'ils vont, ils ont fait quelques acquisitions, notamment, pour la petite anecdote, ils ont, racheté, sauvé la cristallerie Saint-Louis, qui est une entreprise qui date de 1580, je crois, qui appartenait à la famille royale. Et donc voilà, parenthèse fermée. Par rapport à ça, voilà, c'est LVMH, c'est vraiment un gros bloc, un gros conglomérat, tandis que Hermès, c'est vraiment, plus habile, on va dire, comme groupe. Et c'est pour ça qu'ils peuvent jouer vraiment sur des leviers que LVMH ne peuvent pas en tant que conglomérat, quoi. En fait, c'est ça de toute façon, tout le débat et tout le long de la vidéo, ça va être un peu ça le débat. C'est-à-dire qu'on a, d'une part, comme tu l'as bien dit, une entreprise avec une croissance organique qui est incroyable, qui est, géniale, qui est Hermès. De l'autre côté, on a un conglomérat. Donc pour nous, un conglomérat, c'est quand même vachement plus «sécurisé» entre guillemets à long terme. Un conglomérat, c'est comme Warren Buffett, hein, c'est comme Berkshire Hathaway, qui est LVMH. Forcément un conglomérat, on va en parler plus tard dans l'analyse qualitative, mais il y a des acquisitions, il y a de la croissance verticale, il y a de la croissance organique, il y a tout qui est quand même bien pensé. Mais, forcément là, on le voit de toute façon, on le constate depuis 20 ans. En tout cas, c'est historiquement moins, il y a une croissance qui est moins forte. Qu'est-ce que tu préfères toi si tout de suite déjà tu devais donner un petit avis? En termes de on va dire de croissance, c'est sûr qu'on irait plus vers Hermès, c'est sûr, hein, parce que voilà, c'est, très belle entreprise, très belle croissance. Mais, et même, on a souvent tendance à comparer les 2. Mais c'est vrai qu'au niveau de la clientèle, tu le disais au niveau de la présentation, on n'a pas l'impression que c'est vraiment la même clientèle. Hermès, c'est plus du luxe que, enfin, c'est vraiment la quintessence du luxe, alors que LVMH, peut-être un peu moins que Hermès. Mais voilà, là où ça va prêcher, on va dire, ça va être au niveau de la valorisation et c'est pour ça que on donnera notre avis à la fin. Mais c'est vrai que, voilà, Hermès, ça peut être très intéressant pour de la croissance, mais au niveau de la valorisation, combien est-ce que vous payez cette croissance finalement? C'est là où, tout le débat est, hein, finalement. Exactement. On va enchaîner. Je te propose de parler peut-être des marges. On a des marges, donc vous pouvez voir marge brute d'Hermès 72. C'est en fait phénoménal. On cherche des marges brutes au-dessus de 40. On a une marge nette d'Hermès qui est à 32. À côté de ça, LVMH a une marge brute de 68,8, ce qui est à peu près pareil, mais une marge nette beaucoup plus faible, qui est à 17, donc presque 2 fois plus faible qu'Hermès. Bon, premièrement, Hermès, c'est juste une anomalie, enfin une anomalie, c'est extrêmement bien géré, mais 30 de marge nette, c'est exceptionnel. Et LVMH, justement, cette diminution de la marge, peut-être, comment tu l'expliques? Bah, c'est encore une fois au niveau de l'activité, c'est-à-dire qu'on va avoir, dans tout le bloc du groupe LVMH, on va avoir des activités qui sont pas du tout rentables, ce qui va faire baisser la profitabilité de l'entreprise. Mais si on regarde en fait juste les marges opérationnelles de juste Louis Vuitton, Christian Dior, des marques vraiment, très, très luxueuses, bah, on est aux alentours de 40 en fait. Mais c'est le groupe en général qui fait baisser en fait la moyenne des marges et donc voilà. Mais, c'est vrai que Hermès, voilà, et d'ailleurs les 2 groupes ont excessivement augmenté leurs marges depuis, post-covid, il me semble, Ouais. depuis le covid, ce qui, rend d'autant plus intéressant ces 2 entreprises, ouais. On a des ratios de rentabilité qui, pareil pour les 2 entreprises, dépassent largement nos critères. LVMH a un ROE de 26, ROIC de 14. C'est
C'est énorme, mais Hermès, c'est encore plus haut. On a un ROE de 31%, un ROIC de 55%. Comment t'expliques en fait ce ROIC-là de 55%? Donc, bah, le ROIC, en fait, il s'explique par, enfin, cet énorme ROIC s'explique par, le fait que, bah, il y a un énorme pricing power de l'entreprise et en plus, bah, ça montre, on va dire, l'avantage concurrentiel qu'a l'entreprise et sa capacité, on va dire, heu, à revendre quelque chose de cher pour avoir, enfin, avec, des coûts qui sont vraiment très faibles et donc, et c'est finalement, ouais, tout ce pricing power qu'a l'entreprise et comme on le rappelle, enfin, comme le rappelle Charlie Munger, comme le rappelait Charlie Munger, le la rentabilité du capital, c'est la réelle rentabilité de l'entreprise, en fait et c'est ce qui fera notre rentabilité en tant qu'investisseur sur 10, 15, 20, 30 ans et il me semble qu'il disait, qu'une entreprise qui a, une rentabilité du capital de 6% par an, même si vous la payez surévaluée, vous aurez un rendement en tant qu'investisseur de 6% par an, votre rendement, propre. Alors que si une entreprise, enfin même si vous la payez sous-évaluée, pardon. Alors que si vous avez une entreprise qui a, une rentabilité du capital de 18% par an, même si vous la payez surévaluée, sur le long terme, vous aurez un rendement en tant qu'investisseur de pas loin de 18% par an. Donc, Les ratios de rentabilité, c'est clair que c'est, vraiment ça fait partie des ratios hyper importants à prendre en compte, dans des entreprises. Rentabilité, on aime quand même la valorisation, on va en parler juste après. ouais. L'endettement très rapidement, l'endettement si tu veux peut-être je peux en parler. On a un endettement, du côté d'Hermès qui est largement maîtrisé. En fait, il y a pas dans l'entreprise n'est clairement presque pas endettée, c'est assez incroyable. On a une évolution du cash qu'on n'a pas mise ici, mais quand tu vois l'évolution du cash par rapport à la dette, Le cash est 5 fois plus gros que enfin, il y a 5 fois plus de cash que de dette. c'est juste incroyable. Donc en fait, c'est assez incroyable la manière dont Hermès gère la dette. Pour rappel, on cherche une entreprise qui a pas de dette, enfin le moins de dette possible. Comme dit Peter Lynch, une entreprise qui n'a pas de dette ne peut pas faire faillite et du coup, du côté d'LVMH, on voit qu'on a quand même plus de dettes, même si les ratios sont largement respectés. On a un DTE qui est à 64%, un DTI qui est à 2,56%. Mais en fait, ça s'explique simplement parce que LVMH fait des acquisitions et c'est comme ça qu'LVMH fonctionne en grande partie. Après, on va parler de ce qu'elle fait de ses acquisitions et donc forcément elle a besoin d'utiliser du levier, elle a besoin d'acquérir en fait, ces nouvelles entreprises et ça explique aussi l'endettement. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder un petit peu plus loin et se dire: «Bon là, de toute façon, le ratio est validé», mais même s'il n'était pas validé, il faut toujours se poser la question: «OK, est-ce que c'est temporaire? Est-ce que, l'entreprise, peut s'en passer? Qu'est-ce qu'elle fait de cet argent?» et cetera. Typiquement, bah, LVMH, la dernière acquisition qu'ils ont faite, enfin, la dernière grosse acquisition qu'ils ont faite, c'est Tiffany & Co, donc une entreprise aux États-Unis, qui fait des bijoux et il me semble que le prix de l'acquisition, c'était aux alentours des 15 milliards d'euros et d'ailleurs, quand on regarde on va dire le prix auquel enfin le PER, la valorisation de la boîte à laquelle ils ont fait l'acquisition, c'est un PER ça revient à un PER de 45. Donc on peut se dire à première vue que c'est pas une bonne acquisition et c'est d'ailleurs ce que tous les analystes reprochaient à monsieur Guilloni, qui est donc le directeur financier. Mais en fait, au final, bah, ils ont su restructurer, intégrer la boîte dans le groupe LVMH et faire un plus 170% sur le chiffre d'affaires en un an seulement. Ce qui revient et aujourd'hui, il me semble qu'ils ont encore doublé, ils ont fait x3 par rapport à 2021, ce qui revient, il me semble, à un PER, enfin, par rapport au bénéfice aussi, un PER de 8 quand on calcule par rapport au non pas au chiffre d'affaires, mais par rapport aux bénéfices, ouais. Exactement. En fait et on en parlera dans la partie, qualitative, mais la grosse force d'LVMH, c'est d'acheter une entreprise, donc croissance horizontale et cette entreprise-là, lui implanter le système LVMH, en fait et on en reparlera, on laisse un peu de suspense. On termine peut-être avec la valo, Tout à fait, ouais. parce que là, quand on regarde tous ces chiffres, Hermès est meilleur en profitabilité, Hermès est meilleur en croissance, Hermès est meilleur en rentabilité, elle a un meilleur endettement, tout est mieux maîtrisé. Hermès aujourd'hui, c'est combien de boutiques? 300 boutiques, je crois? 300 boutiques, alors que LVMH, on est à 5 600. LVMH 5 600 boutiques, Hermès 300 boutiques. On préfère largement, voir des chiffres pareils avec si peu de boutiques. Ça veut dire que Bah, le l'entreprise est chiffre d'affaires au maîtrisée mètre carré est plus, et juste incroyable. ouais, Même le bénéfice au mètre carré est encore plus gros ouais. du coup. Qu'est-ce qui fait du coup que, qu'on pourrait hésiter entre ces 2 entreprises? On en vient à la partie sur la valorisation. La valorisation, on a pris 2 ratios. On a fait une valorisation plutôt par le cash flow, puisque c'est des entreprises, tout simplement qui génèrent du cash, des entreprises de croissance et donc on a choisi 2 ratios qui étaient le PER et le PFCF, qu'on va, pas redéfinir. Voilà, si, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous, pouvez les poser sur Instagram. Mais là, on voit que le PER de LVMH aujourd'hui est à 26,91. Le PFCF est à 38,5. À côté de ça, on a Hermès qui a un PER de 53.
et un PFCF de 56. Sachant qu'un bon PER, selon des critères classiques d'analyse qu'on pourrait trouver sur internet, un bon PER, c'est inférieur à 15, inférieur à 20. Là, on est 2 fois supérieur. Comment Ouais. t'expliques ça? Bah, c'est tout simplement paye ta croissance, hein. C'est un Ouais, peu ça. Toute la croissance qu'on a avec Hermès, bah, on doit la payer. Aujourd'hui, ça coûte cher et forcément, ça se répercute sur le prix. Tous les avantages qu'on a en termes même de désirabilité de la marque, le fait que, voilà, ce soit une marque très reconnue dans le monde, en plus qu'il y ait une très bonne croissance, qu'il y ait une très bonne rentabilité, une très bonne marge, un très bon pricing power, tout ça, ce sont des forces exceptionnelles, mais qui se payent et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a, des ratios de valorisation qui sont limite 2 fois supérieurs à ceux de LVMH. Et voilà, LVMH, on est aux alentours, on a un PER de 26 par rapport à Hermès où on est à 53 parce que justement, on va encore avoir ces petites activités sous-jacentes qui sont, les médias, investir, les échos et cetera, la nouvelle chaîne d'hôtels, Belmond et cetera, qui sont moins rentables que, le la partie maroquinerie et cetera. Et donc, ça va baisser les marges, la profitabilité, la capacité de l'entreprise à croître sur le long terme, du moins de faire la même croissance que Hermès et donc ça se répercute sur la valorisation. et est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu préférais laquelle tu préférais payer? Ah bah, aujourd'hui, je dirais LVMH parce que c'est voilà, encore une fois, c'est au niveau de la valorisation, mais ouais, je dirais LVMH. C'est vrai que franchement, ça fait hésiter parce qu'on voit des valorisations. En fait, la base, normalement, c'est quoi? C'est de se dire: «J'achète de la qualité à un prix qui est pas trop déconnant». Mais on voit qu'effectivement, même si on avait acheté Hermès, il y a 20 ans, le Ouais, PER était techniquement parlant, heu, aussi élevé, finalement, on aurait été très rentable. ouais, ouais. Et donc la question, c'est aujourd'hui, si on achète Hermès à un PER de 50, mais que dans 20 ans, elle est toujours à un PER de 50, bah, finalement, on est quand même rentable. Donc c'est toujours cette question à se poser. Moi, c'est vrai que j'ai du mal à passer les 50, ça commence à faire franchement beaucoup. Mais on voit, par exemple, qu'avec la croissance, avec la les ratios de rentabilité, qu'on a, les ratios de profitabilité, on voit que Guru Focus sous-évalue, considère que l'action est encore sous-évaluée de 2 avec un PER de 50. Et ça, c'est un truc peut-être qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent, c'est que le PER est de 50, mais on a des ratios qui sont tels et une croissance qui est telle que forcément, c'est à prendre en compte dans la balance. La valorisation, c'est pas non plus aussi simple. Et donc toi, tu prendrais quoi entre? Franchement, bah, tu sais que quand j'ai relu, ce matin, enfin voilà, on a écrit une petite trame avec Lucas, puis, ce matin, j'ai relu ça et je me suis dit: «Non, mais je crois que je préfère Hermès». Au niveau du business, c'est sûr que c'est C'est incroyable, c'est hein, trop fort. Hermès, c'est trop fort. Je pense que le potentiel d'Hermès est plus gros que le potentiel d'LVMH. LVMH, pour moi, le potentiel n'est pas atteint, mais commence quand même à être très, très gros. En fait, il faut être conscient, quand vous investissez, ce sont de toute façon d'excellentes entreprises des 2 côtés, hein. Il faut être conscient que Hermès, quand vous allez, si vous voulez investir dans Hermès, vous prenez un risque supplémentaire qui est celui de la valorisation et LVMH, vous prenez pas ce risque, du moins moins, hein, vous le prenez beaucoup moins. Mais par contre, vous aurez moins de croissance. Donc en fait, c'est ce que en fonction de ce que vous jugez être le meilleur, est-ce que vous voulez plus de croissance, mais vous êtes prêt à prendre le risque de la valorisation? Ou est-ce que vous n'êtes pas prêt à prendre ce risque de valorisation et être prêt à quand même avoir un peu de croissance, mais pas une croissance, telle, quoi? Exactement. Je te propose qu'on passe à la partie qualitative. Donc, on va pas parler là, pendant la vidéo de toute cette partie-là, c'est la matrice SWOT. Ça, on vous l'a laissé, c'est la petite surprise, voilà. Vous pouvez regarder cette matrice SWOT, mais globalement, elle va résumer un petit peu ce qu'on va vous dire, ce qu'on va vous dire. Je te laisse peut-être commencer parce qu'il y a pas mal de choses à dire pour Hermès et LVMH aussi, parce que c'est quand même assez incroyable. Bah, je te propose qu'on commence par LVMH OK, justement, OK, parce qu'il y a pas mal de choses à dire justement. Il y a OK, plus de choses à dire sur LVMH. let's go. Donc alors, sur LVMH, on a, déjà on peut décomposer la chose, on va dire en 4 points. On va avoir premièrement on va dire un mode opérationnel qui est synergique, c'est-à-dire qu'on va vraiment, procéder par rachat. Donc l'entreprise va racheter des concurrents, va racheter des maisons qui sont déjà très bien implantées, qui ont déjà une histoire, qui ont un savoir-faire de haute qualité et qui va les intégrer donc à LVMH, enfin au groupe quoi et donc c'est un peu ce qu'on a voilà, ce qu'ils ont fait avec Tiffany, où ils ont intégré, la maison à la famille, de LVMH et en fait, ça permet de jouer sur plusieurs leviers. Déjà, d'avoir un réseau de distribution, de profiter du réseau de distribution de LVMH. Quand on intègre la maison, aujourd'hui, elle a un avantage concurrentiel qui est tel, finalement, c'est rien que le fait d'intégrer, le groupe LVMH, ça permet voilà, d'être beaucoup plus reconnu dans le monde et donc c'est vraiment un avantage concurrentiel monstrueux aujourd'hui. On a la croissance synergique, donc en fait, toute la partie horizontale. En plus de ça, LVMH va avoir la croissance verticale. En fait, ils vont acheter des entreprises tout le long de la chaîne de valeur. On a Pour les les vignobles, vas-y. pour les vignobles, en fait, on a, LVMH, le groupe possède des vignobles, ce qui leur permet, il me semble, c'est Moët et Chandon qui possèdent
donc des vignobles, donc et en plus, donc ça leur permet d'être sur la phase de production et sur la phase de distribution. Donc d'être présent sur plusieurs phases de la chaîne de valeur et donc ça permet d'avoir un levier opérationnel qui est en plus important parce que ça permet de contrôler les coûts et ça, c'est, voilà et de ne pas avoir de dépendance aussi à une entité qui est externe et qui peut, voilà, monter ses coûts et cetera. Donc ça permet d'avoir un avantage concurrentiel à ce niveau-là et en plus d'être, on va dire un peu autosuffisant dans le sens où ne pas dépendre encore une fois d'une telle ou telle entité qui est présente sur la chaîne de valeur, ouais. Exactement. Donc on a cette croissance horizontale, cette croissance verticale, on a derrière la croissance organique. Donc la croissance organique, c'est tout simplement la croissance classique, on va dire, qu'on a dans une entreprise, donc augmentation du chiffre d'affaires, on vend plus, on marge plus, on améliore nos systèmes en interne. Globalement, c'est ça la croissance organique. Et en plus de tout ça, on a la décentralisation de finalement tout leur système. Mmh. Ça, tu veux peut-être en parler? C'est un peu comme, Berkshire Hathaway, Voilà. et oui, j'ai fait un Warren Buffett fait avec Berkshire Hathaway. C'est-à-dire qu'il va, s'assurer d'acquérir une boîte à un bon prix, d'excellente qualité, qui a un avantage concurrentiel. Ensuite, de donc l'intégrer au groupe, de placer quelqu'un d'intelligent et de confiance qui va maîtriser le business et ensuite de laisser en autonomie, en totale autonomie, le business, Ouais. dire continuer à croître et cetera. C'est exactement de la même manière que fait, procède, Bernard Arnault. D'ailleurs, Bernard Arnault, il me semble que c'est un grand fan de Warren Buffett, donc Bah, ça voilà. m'étonne pas. Ouais. En fait, il faut bien se dire que du coup, là où c'est incroyable, c'est que en fait, une entreprise qui fait une acquisition, le 1er niveau entre guillemets, c'est qu'on se dit: «C'est une bonne chose» parce que ça si elle fait une acquisition, elle rachète une entreprise et cetera. Ensuite, on se dit: «En fait, est-ce que c'est une bonne chose?» parce que faire une acquisition, c'est vraiment un travail. Donc OK, on a dépensé de l'argent, on a techniquement racheté une entreprise qui tourne, mais qu'est-ce qu'on en fait, en fait, de cette entreprise? Est-ce que cette entreprise va nous servir pour nous, notre entreprise? En fait, il faut vraiment se poser la question des acquisitions, est-ce qu'elles sont intelligentes ou est-ce que simplement on ne sait pas quoi faire de notre cash et on achète? Et ce que fait Bernard Arnault, c'est incroyable, c'est qu'en fait, il achète, donc croissance horizontale. Cette entreprise-là, il va lui implanter le système LVMH, donc on a une croissance organique qui est folle et derrière, on vient décentraliser ça en mettant quelqu'un qui est fort à la tête. Comme tu dis, Tiffany& Co a été rachetée en 2021, elle a fait x3, Sur depuis. son chiffre d'affaires, ouais. C'est C'est très juste fou, ouais. fort. Ouais C'est très fort. et donc par rapport, à Hermès, ça va être assez différent. On va avoir donc, même s'il s'agit d'un concurrent direct, en fait, on a souvent tendance à les comparer d'ailleurs, Ouais, mais finalement, c'est pas si, comparable que ça. Parce que justement, on a, tout ce conglomérat qui est donc LVMH et à côté, on a Hermès où on va profiter juste de la croissance, organique en fait, donc la croissance de la marque Hermès et donc tout un storytelling bien évidemment autour de la marque. On va provoquer une espèce de désirabilité. Le but, c'est de provoquer une désirabilité chez le client et d'ailleurs, ça, c'est ce que ouais, disait, Bernard Bernard Arnault. Arnault, et aussi, d'ailleurs, Axel Dumas, c'est que le but, c'est pas d'avoir, énormément de croissance, c'est d'avoir une croissance en escalier, en fait et de maîtriser cette croissance, mais de provoquer une croissance de la désirabilité. D'avoir une plus grande désirabilité parce qu'en fait, ils peuvent avoir de la croissance, et c'est ce que disait Bernard Arnault, justement, il disait que à chaque fois, les analystes, ils sont déçus, voilà, de la croissance de LVMH. Oui, on fait que 8, 9, 10 et pareil, enfin, bon, Hermès, c'est un peu plus élevé quand même. Mais en fait, eux, justement, ils essayent de freiner la croissance parce que, et bien, justement, ils peuvent avoir de la croissance, en fait, en faisant plein de produits, mais ça va faire baisser la désirabilité de la marque, alors que s'ils contrôlent la croissance, ça augmente la désirabilité de la marque et donc, au final, c'est mieux pour le long terme, tout simplement. Donc pour revenir sur Hermès, en gros, on est que sur de la croissance organique. On va faire, voilà, quelques acquisitions, notamment celle qu'on avait vue, créer la cristallerie, pardon, Saint-Louis qui a été donc, rachetée en 95, sauvée en 95, donc qui était la cristallerie, royale, enfin, qui appartenait à la famille royale. Voilà, on est simplement sur de la croissance organique. D'ailleurs, pour la petite anecdote, au niveau du pricing power, on va dire, qu'ont ces 2 2 grosses boîtes, en fait, on a souvent Bernard Arnault et Axel Dumas qui nous expliquent que chaque croissance, on va dire, du prix est justifiée non pas seulement avec l'augmentation de la demande, parce que la demande, ça peut être volatile, mais il y a un savoir-faire derrière qui est très important et notamment, pour les sacs, Hermès et les sacs Louis Vuitton, on a LVMH et Hermès qui possèdent des fermes de crocodiles en Australie et donc voilà, on peut discuter bien évidemment du côté éthique et cetera, mais en tout cas, voilà, Bah, il y là, a un c'est vraiment savoir-faire, il y a un la travail fameuse derrière. croissance verticale, en Ouais, fait. c'est ça et donc il y a un savoir-faire, un travail de très haute qualité derrière qui est fait, quoi. Et du coup, c'est totalement improvisé et je t'ai volontairement pas prévenu, mais moi, j'ai préparé 2 questions pour toi. La première question, c'est que LVMH, c'est Bernard Arnault. Demain, on a un gros accident arrive et Bernard Arnault, voilà, décède. Que penses-tu de l'avenir de l'entreprise? Justement, un point qui peut être,
souligner, c'est qu'aujourd'hui, bah, on ne sait pas encore qui est-ce qui va prendre la direction du groupe. Hem Et donc voilà, c'est un petit risque, on va dire. On estime que voilà, Bernard Arnault est quand même assez intelligent pour quand même préparer sa succession. Mais c'est vrai que voilà, s'il y a on va dire des chamailleries entre les enfants et cetera, ça peut être, ça peut être un risque. C'est un risque supplémentaire, parce qu'ils sont 5, il me semble, aujourd'hui, et que, Bernard Arnault veut, il a transformé sa société en société commandite par action, il me semble, et donc il souhaite, transmettre 20 à chaque enfant, et donc on ne sait pas encore qui est-ce qui va prendre le relais, et ça peut être un risque, ouais, en effet. Ouais. Après, moi, ce que j'en pense, c'est que c'est comme Warren Buffett. Tu sais, souvent, on dit: «Oui, mais quand Warren Buffett va mourir, qu'est-ce qui va arriver de Berkshire Hathaway?» C'est que c'est tellement décentralisé et c'est tellement bien géré dans chacun des «pôles» entre guillemets, que je pense que ce sera qu'un problème court terme, en Ouais, fait. mais Warren Buffett, il a pas 5 enfants. Ouais, Il a pas les 5 enfants derrière, tu vois? il a pas les 5 enfants qui peuvent, se Ouais, chamailler, bien ouais. sûr, par rapport à tout D'ailleurs, ça, il et me semble cetera. que ça a été annoncé en 2021 ou 2019, je pense que c'était en 2021, je sais plus. La personne qui allait, succéder à Warren Buffett, alors je me rappelle plus de son nom, mais il en avait parlé en 2015, et c'est lui qui va prendre la tête du groupe, Et qui est très bien. et qui est d'ailleurs très bien, Apparemment, qui enfin, je connaît pareil, je bien connais la pas son nom. culture de Berkshire, qui est là depuis Ouais. très longtemps, donc voilà. Je pense que ça fait longtemps que c'est plus Warren Buffett qui fait, Peut-être, ouais, c'est à mon avis, hein. ouais, ouais. OK, donc ça, c'était la 1re question, et du coup, ma deuxième question, OK, on a une croissance de 22 par an pour Hermès, une croissance de 15 par an pour LVMH. Est-ce que, objectivement parlant, c'est tenable sur le long terme? Là, c'est-à-dire que demain, j'investis 100 000 € dans une de ces 2 entreprises. Bon, moi, j'investis dans le portefeuille de l'académie, mais si demain, concrètement, on devait investir, est-ce que tu penses que, le total return va être de ce niveau-là? Moi, je pense qu'il y a encore une marge de progression pour Hermès. Pour Hermès, ouais. Ouais, parce que, bah, voilà, on est à 14-15 milliards de chiffre d'affaires aujourd'hui. LVMH, c'est, 86 milliards aujourd'hui. Ouais. Donc il y a encore une marge de progression, et voilà, il y a encore des marchés qui sont, peu exploités, qui peuvent continuer à être exploités, notamment, bah, l'Asie, où il y a le nombre de il me semble, en Chine, où il y a le nombre de personnes de classe moyenne qui va augmenter de 200 millions d'ici 2030, et eux, voilà, ils sont très fans des sacs de luxe et cetera, du luxe, Sachant français. que sachant qu'Hermès a 50 de son chiffre d'affaires qui est en Chine. 50 en Chine 50. ou en Asie? En Asie, En Asie, pardon. ouais, OK. En Asie, et LVMH, je crois que c'est 30, un truc comme ça. 38, ouais, par là, En ouais. Asie, hors Japon, ouais. Mmh. Ouais. Donc bah, ouais, je pense que c'est vraiment, encore possible. Après, la question, c'est est-ce qu'on est prêt à prendre le risque, justement, de cette valorisation? Et ça, c'est ouais, j'ai peut-être un petit biais, un petit biais value, on va dire, qui fait que je peux pas investir sur Hermès. Mais sinon, objectivement, oui, je pense que la croissance va continuer, Et ouais. LVMH? LVMH, ouais, je pense aussi. Après, le problème, c'est qu'ils ont pas cette habilité qu'a, Hermès, dans le sens où, voilà, ils ont quand même un chiffre d'affaires qui est 5 fois supérieur, qu'ils ont quand même, voilà, une dette qui est, plus élevée. Donc même pour faire des acquisitions, bah, ils peuvent encore, émettre des actions, tant que le bénéfice par action augmente. Donc l'émission d'actions n'aura pas, on va dire, d'effet négatif. Mais c'est vrai qu'ils ont moins, on va dire, d'axes d'amélioration, je pense, que Hermès, ouais. Mmh. Parce que Hermès peut pivoter encore, et étant donné qu'ils sont beaucoup plus habiles que Ouais. LVMH. Bah, c'est vrai, c'est le truc, de toute façon, avec des entreprises moins grosses, c'est qu'elles Ouais. sont forcément, plus agiles. Je suis totalement d'accord. Pour moi, Hermès a un potentiel qui est plus gros que LVMH. Après, c'est toujours la même question, c'est est-ce qu'on cherche le potentiel de croissance ou est-ce qu'on cherche, «la sécurité» entre guillemets? LVMH, c'est, je pense, en France, c'est l'entreprise la plus sécurisée qu'on puisse avoir, en tant qu'actionnaire. Mais c'est vrai que, ouais, Hermès, franchement, il y a un beau potentiel. Hermès, c'est pas impossible qu'on arrive à, ouais, petite conviction, d'ici 2030-2035, à 1 000 milliards de capitalisation. Ouais, je Faut pense. savoir que dans le luxe, on n'a pas encore une entreprise qui fait 1 000 milliards de capitalisation. Ouais, Hermès, on est peut-être à 200-300 milliards, quelque chose comme ça, un peu 250 moins, je milliards, pense. un peu moins. Et LVMH, on est à 400 milliards. 400, ouais. On a les big tech aux États-Unis qui font déjà plus de 1 000 milliards, ils ont tout, ils ont tout cassé. Mais on n'a pas encore de société dans le luxe qui pèse plus de 500 milliards, plus de 1 000 milliards. Donc Et sachant que, rappelons-le, hein, parce que je ne sais pas si on l'a dit directement, enfin clairement, mais LVMH, c'est Bernard Arnault qui possède 46 des parts. Hermès, c'est pareil, possédé, hein, par la famille à 50 des parts. ouais. Donc en fait, on est sur des entreprises qui sont les plus grosses entreprises dans le luxe, hein, au monde, Mmh. et qui sont détenues par des initiés. Et ça, c'est quand même génial qu'on ait cette force-là. En plus, c'est français, donc c'est une sorte de fierté quand Fierté même. nationale, ouais. Et voilà, hein. Est-ce que tu as peut-être un dernier mot à dire, par rapport à ça? Bah, écoute, non, je pense qu'on a fait le tour.
Ouais, non, on a fait le tour. Non? Bon, pour ceux que ça intéresse, vraiment, vous pouvez télécharger ça. Je vous le mets là. Vous pouvez télécharger ça. On a fait un petit travail de récap, on va dire, sur toutes les données qu'on a analysées pour vous. J'espère que ça vous aura plu. Dites-nous en commentaire si ça vous plaît, si le format vous plaît, si ce format un petit peu de bourse fight vous plaît et comme ça on sait si on fait un numéro 2. Ça nous demande beaucoup de travail. Il y a la lecture des rapports, il y a quand même un travail d'analyse, un travail de compréhension de l'entreprise, etc. Mais on essaye de vous faire la vidéo la plus claire Concise, et ouais. concise Mmh. possible. Maintenant, si vous voulez des vidéos de 2 heures, vous nous dites, nous on peut parler pendant 2 heures, je pense. Il y Ouais. a pas mal de choses à dire. Mais on a essayé de résumer ça de la manière la plus simple, concise, mais quand même précise. Ouais. C'est la philosophie. Et donc, dites-nous en commentaire si ça vous plaît. Vraiment, ça nous aide énormément, en plus pour le référencement. Et on se Ouais. dit à très vite. À très vite. Merci Lucas. Merci, Jo.